Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième webinaire de la semaine. Vous m'entendez? Oui, c'est bon, je vois que vous m'entendez. Bonjour à tous. Donc, je suis Clara Talieu de la région Grand Est. Je suis chargée de mission à l'Observatoire régional de la biodiversité. Et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver du coup pour ce deuxième rendez-vous. Un événement, dans le cadre de cet événement organisé avec nos partenaires du collectif régional pour la biodiversité. Pour celles et ceux qui ne le connaissent pas encore, l'Observatoire est un outil de suivi et d'aide à la décision qui rassemble et valorise des données pour mieux comprendre l'état de la biodiversité dans notre région. Ce matin, nous allons nous intéresser à l'évolution des populations de 3 espèces de pics forestiers, le pic cendré, le pic marc et le pic noir. Donc, avec sa large couverture forestière, la région a une forte responsabilité pour le maintien de ces espèces. Et c'est donc le pic cendré en particulier est largement représenté dans notre région et constitue donc un enjeu au niveau de la région. C'est pourquoi l'Observatoire s'y intéresse et dans une logique aussi de connaissance, mais aussi de préservation, en lien avec les objectifs de la stratégie régionale pour la biodiversité. Pour nous en parler aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Éric Duchel de la LPO Alsace. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de la présentation via l'onglet questions prévu à cet effet qui est en bas à droite de votre écran juste à côté de l'onglet chat. Donc, je ferai remonter les questions à Éric à la fin de sa présentation. Voilà, du coup, Éric, je vous cède la parole. C'est à vous. Et bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter les premiers résultats là, concernant le suivi des pics. Alors pourquoi ces 3 espèces de pics? Donc premièrement, ce sont des indicateurs de la qualité du milieu forestier. Ces 3 pics affectionnent particulièrement les forêts âgées, mixtes ou feuillues, pourvues d'une grande quantité de bois mort. Ces pics ont notamment besoin de bois mort, soit pour la reproduction, pour construire leur loge, ou alors pour la recherche de nourriture. Le Grand Est accueille aussi une forte proportion de la population française des pics cendrés. Donc la région a une forte responsabilité à ce niveau. Et il en est de même pour le pic marc dans une moindre mesure. Et enfin, ce sont des espèces protégées inscrites sur l'annexe 1 de la directive oiseaux. Je rappelle que les espèces de l'annexe 1 ont servi à définir les zones de protection spéciale qui, avec les ZSC les zones spéciales de conservation de la directive Habitat, forment le réseau Natura 2000. Donc les questions évaluatives auxquelles répond le suivi, elles découlent de la diapo précédente. Donc comment évolue l'avifaune forestière en général et comment évoluent les espèces bioindicatrices pour lesquelles la région a une forte responsabilité. Je vais vous présenter les 3 espèces brièvement. Donc j'ai commencé par le pic noir. C'est le plus grand des pics. Il mesure 45 cm. C'est aussi celui qui a le plus vaste territoire, qui peut aller jusqu'à 5 km². Donc ça, c'est une notion assez importante dans la gestion forestière. Et pour nicher, il a besoin de grands arbres dont le tronc mesure au moins 45 cm de diamètre et dont le tronc est dépourvu de branches sur 5-6 mètres. Donc les hêtres lui conviennent parfaitement, mais il peut aussi nicher dans d'autres feuillus et aussi dans des conifères. Cette espèce a aussi besoin d'une grande quantité de bois mort dans lequel se développent les larves de coléoptères xylophages dont il se nourrit. Ensuite, le pic marc, bon, celui c'est le plus petit, il mesure que 20 cm. Son territoire est d'une dizaine d'hectares. Et c'est un oiseau qui affectionne particulièrement les vieilles chênaies.
Mais il creusera par contre son nid dans les parties mortes ou dépérissantes du bois. Comme il a un petit bec, il a du mal à creuser directement dans le bois dur sain. Et il se nourrit aussi surtout d'insectes, hein, qu'il va chercher notamment dans les écorces, dans les fissures des écorces des essences à écorce crevassée comme le chêne. Enfin, le pic cendré a une taille intermédiaire, 30 cm. Son territoire est aussi étendu, mesurant à 2 km². Et lui, il niche dans divers feuillus. Mais dans le bois dur, il aura plutôt tendance à creuser sa loge dans une partie morte ou dépérissante de l'arbre. Alors que dans les bois tendres, il peut directement creuser dans le bois sain. Il se nourrit aussi surtout d'insectes, hein, qu'il va chercher dans les arbres, mais aussi au sol. Et comme le pic est noir, ça lui arrive aussi de rechercher sa nourriture dans le bois mort. Donc là, vous avez les cartes régionales, donc, qui ont été élaborées à l'époque par O'Donnell Grand Est dans le cadre de l'élaboration des listes rouges. Elles présentent les données de la décennie 2011 à 2020, donc des données avec indice de reproduction, et les cartes de France présentent les données de Faune France des 5 dernières années avec un indice de reproduction également. Donc pour le pic cendré, on remarque qu'il est surtout présent dans la moitié est de la région, hein. Il semble absent, ou en tout cas rare à l'ouest, hein, notamment en Champagne-Crayeuse et sur le plateau de Brie. 2500 à 4000 couples nichent en France, donc principalement, enfin une grande partie niche dans le Grand Est. Et les stocks EPS ont mesuré une baisse de 40% depuis 2003. Pour le pic-mare, bon, il est bien représenté dans le Grand Est, hein, mais il se raréfie dans le sud massif vosgien en raison de la présence dominante de hêtres et de conifères qui lui conviennent pas tellement. Et il est aussi rare ou absent en Champagne-Crayeuse, hein, en raison du manque d'habitat favorable. 40 à 80 000 couples nichent en France. Et la population, il occupe à peu près une grande partie du pays et la population est jugée stable depuis 2001. Bon, le pic-mare est commun et largement répandu dans le Grand Est, hein. La France compte 25 000 à 40 000 couples et il est considéré stable actuellement, mais la population a fortement augmenté tant augmenté, oui, en France, et il a considérablement étendu son aire de répartition. Parce que dans les années 50, il était présent que dans les 5 principaux massifs forestiers du pays, donc dans les Vosges, Jura, Alpes, Massif central et Pyrénées. Et au fil des décennies, il s'est réparti en plaine et il a atteint pratiquement tout le pays actuellement. Donc la méthode. Bon, la méthode a été élaborée par Nicolas Hoffman de l'IPO Grand Est en 2019. Elle est appliquée tous les 2 ans à partir de 2020. Et donc, nous disposons actuellement de 3 jeux de données, hein, des années 2020, 2022 et 2024. Et 31 observateurs de 8 structures ont participé ou participent encore, quoi. Donc, c'est l'association Nature du Nogentel, les CPIE de Meuse et Sud-Champagne, l'OANA, les LPO Alsace, Champagne, Ardennes et Grand Est et le Renard. Donc c'est une méthode d'échantillonnage par point d'écoute sur des carrés de 5 km de côté tirés au sort. Donc 55 carrés ont ainsi été tirés au sort, mais pour qu'un carré soit éligible, il faut qu'il ait accueilli les 3 espèces de pics
au cours de la décennie précédant le lancement de l'étude. Et il fallait aussi que le carré soit dans un rayon de 50 km autour des structures participantes pour une raison pratique liée au déplacement. Donc les carrés ont ensuite été répartis au sein des structures, et dans chaque carré, l'observateur place une dizaine de points de façon précise et définitive. D'abord aux endroits où le pic cendré a été observé au cours de la décennie précédente, et ensuite dans des milieux potentiellement favorables. Et en fait, il faut que les points soient distants de 800 à 1000 mètres pour éviter le plus possible quand même que les mêmes oiseaux soient contactés à partir de plusieurs points. Et donc, les points sont ensuite visités une fois au cours du printemps, entre le 1er mars et le 15 avril. Et tous les points d'un même carré sont visités durant la même matinée par météo favorable. Et au fil des ans, les mêmes carrés doivent être visités à peu près aux mêmes dates et aux mêmes heures pour que les résultats soient comparables. Les relevés se font en deux temps. On procède d'abord à une écho de 5 minutes, durant lesquelles on note tous les oiseaux observés ou entendus, donc pas seulement les pics. Et ces 5 minutes d'écoute sont suivies d'une phase de repasse, mais uniquement pour les pics qui n'ont pas été contactés lors de les 5 premières minutes. Et donc la repasse consiste à émettre le chant ou le tambourinage des pics à l'aide d'un haut-parleur. Et ces enregistrements sont standardisés d'une durée de 45 secondes et sont suivis d'une écoute de 30 secondes. Les résultats sont notés sur fiche papier et sont ensuite saisis dans Faune France en comptage protocolé. Et il faut à peu près une dizaine de minutes donc, pour effectuer les deux phases. Donc cette méthode a fait des émules. En 2024, 20 carrés ont été tirés au sort dans le parc naturel régional des Ballons des Vosges. Et ces carrés sont visités au même rythme que les carrés OGM, donc ce serait intéressant d'inclure les données du parc dans le programme OGM, comme c'est exactement la même procédure. Et plus ponctuellement, la méthode a aussi été appliquée dans la zone de protection spéciale du Donau-Schlieberg et dans celle de la forêt de Haguenau. Mais bon, ce sont plutôt des relevés ponctuels pour la forêt de Haguenau, il y a quand même un suivi à long terme. Et là, par contre, les points ont été répartis dans l'ensemble des ZPS, donc sans la notion de carré. Voici les 55 carrés tirés au sort dans la région sous fond de région naturelle. Donc on observe aussi des grandes zones où il n'y a pas de carré, comme à l'ouest, Champagne-Crieuse et sur le plateau de Brie. C'est dû à la quasi-absence du pic cendré, ou en tout cas la raréfaction du pic cendré. Je rappelle qu'il faut que les trois espèces soient présentes dans le carré pour qu'ils soient éligibles. Et d'autre part, on observe des agglomérats comme dans le sud de l'arc de la Champagne humide ou dans le Bas-Rhin, là où les trois espèces sont bien présentes. Donc là, vous avez le nombre de points visités à gauche, non, le nombre de carrés visités à gauche et le nombre de points visités à droite. Donc, on remarque une assez forte disparité suivant les régions naturelles. Le nombre de carrés varie de 1 pour la Veuvre à 12 pour la Champagne humide et le plateau lorrain occidental. Mais devant cette disparité, il nous a paru intéressant de couper la région en deux et de rassembler les régions naturelles de chaque moitié. Donc on obtient ainsi un regroupement est et un regroupement ouest, dont le nombre de carrés et le nombre de points sont comparables.
Voici les résultats pour le pic cendré. Donc, vous avez le nombre de points fréquentés et le pourcentage que cela représente par rapport au total de points de l'unité considérée. Donc, au niveau régional, en 2024, 522 points ont été prospectés. Sur ces 522 points, 27 étaient fréquentés par le pic cendré, ce qui représente un taux d'occupation de 5,2%. Bon, c'est le chiffre le plus bas enregistré depuis 2020, mais aucune tendance significative n'est observable pour le moment. Bon, il est davantage présent dans le regroupement Est, avec un taux d'occupation de 9 à 10% selon les années. Et au niveau des régions naturelles, le maximum est atteint en 2022 sur le plateau lorrain occidental avec un taux d'occupation de 20,8%. Bon, il est beaucoup plus rare dans le regroupement ouest avec un maximum de 3,1% en 2022. Quand on regarde le graphique, on peut soupçonner une baisse dans le regroupement Est, mais bon, cette tendance n'est pas significative. Les résultats pour le pygmar, bon, c'est l'espèce la plus contactée, hein, à l'échelle du Grand Est, près d'un tiers des points sont fréquentés. Il y a une augmentation significative dans le regroupement Ouest, avec un taux d'occupation qui passe de 25,7% en 2020 à 36% en 2024. Et au niveau des régions naturelles, il y a une augmentation significative sur le plateau lorrain occidental. La tendance est en revanche apparaît en baisse quand on regarde le graphique pour le regroupement Est. Et cette diminution n'est pas significative. Par contre, au niveau des régions naturelles, on observe qu'en plaine d'Alsace, la diminution est significative. Les résultats pour le pic noir. Donc, au niveau régional, il est en augmentation significative, avec un nombre de points qui passe de 13,8% en 2020 à 19,3% en 2024. Il y a aussi une augmentation significative dans le regroupement ouest. 34 points étaient fréquentés en 2020 et 50 en 2024. Au niveau des régions naturelles, il y a une augmentation significative dans l'arc de la Champagne humide et sur le plateau lorrain occidental. Et en revanche, en diminution dans la Veuvre, où l'espèce n'a plus été contactée en 2024. Mais bon, il n'y a qu'un seul carré dans la Veuvre, cette diminution ne suffit pas à contrebalancer la tendance positive. Dans le regroupement Est, il n'y a pas de tendance significative, mais quand on regarde le graphique, on peut penser que la population peut aussi augmenter. Bon, une analyse a aussi été réalisée au niveau de la présence-absence au niveau de la maille. Donc pour le pic cendré, là, par exemple, en 2024, un peu plus de 10% des mailles étaient occupées, ce qui paraît assez inquiétant, puisque bon, je rappelle que lors de la décennie précédente, il y avait des données dans 100% des mailles, des données de pic cendré dans 100% des mailles, quoi. Donc peut-être qu'il y a un rétrécissement de l'aire de répartition d'est en ouest, mais bon, ça demande à être confirmé. Pour le pic mar et le pic noir, on observe une certaine stabilité au niveau de l'occupation des mailles. Les menaces
Bon, les principales causes évoquées, une des principales causes est la dégradation de l'habitat forestier. Bon, les coupes rases suivies de plantations et une exploitation en flûte régulière sont peu favorables au pic. Au dernier stade, la chênaie peut quand même abriter une forte densité de pics mares, mais ces parcelles présentent une faible surface comparée à l'ensemble de la forêt gérée de cette manière. L'enraisinement et les essences alloctones sont aussi peu favorables au pic. L'avancement de l'âge de récolte diminue le nombre de gros arbres nécessaires à la reproduction. L'élimination des arbres morts prive aussi les piles aussi de reproduction et d'alimentation. Et l'ouverture du milieu forestier, due notamment dans certains endroits à la graphiose, du frêne, favorise l'intrusion du pic vert en milieu forestier et peut éventuellement entrer en concurrence avec le pic cendré. Et enfin, les travaux forestiers en période de reproduction, donc de mars à juin, peuvent directement détruire des nichés ou alors entraîner des décantonnements comme cela a été observé chez le pic noir. Donc à lire sur les habitats forestiers, donc il faut favoriser les structures étagées, composées d'essences locales et diversifiées, ainsi qu'une exploitation régulière en taillis ou futaie. Laisser vieillir les arbres le plus possible et multiplier les îlots de vieillissement. Pour le pic-mât, par exemple, l'optimum est de 20 vieux chênes à l'hectare. Il faut aussi conserver les arbres sénescents, les arbres morts sur pied et à terre. Les clairières forestières sont aussi intéressantes pour le pic cendré, pour la recherche de nourriture. Et il est aussi intéressant de rechercher les cavités de pic noir dans le but de conserver ces arbres, comme cela se fait dans les Vosges du Nord. Parce que le pic noir a plusieurs cavités sur son territoire, il n'utilise pas les mêmes chaque année. Quand il n'est pas utilisé par le pic noir, il est utilisé par beaucoup d'autres espèces, comme les plus emblématiques sont la chouette de Tegmalm et le pigeon colombin. Donc en conclusion, plus une forêt se rapproche de la naturalité et de son stade climatique, et plus elle est favorable pour les pics et en général pour la biodiversité forestière. Donc voilà, merci à tous les observateurs. Je veux aussi remercier Emilio Rojas de Donat Grand Est qui a réalisé tout le traitement statistique. J'en suis bien incapable. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Eric, pour la présentation. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions ou chat. Emilio dit merci, Eric, dans le chat. Enfin, de rien, pardon, je me suis trompée. Du coup, oui, voilà, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions si possible. C'est pas grave, c'est dans le chat. Moi, j'ai une première question déjà, Eric, à savoir, on a fini un peu sur les menaces et du coup les actions à mener pour essayer de favoriser les habitats. Est-ce qu'on a des ressources disponibles vers lesquelles on pourrait se tourner si on voulait, par exemple, prendre en considération la présence de ces espèces-là sur son territoire? Vers qui on se tourne si jamais on veut aller un peu plus loin que cette présentation? Oui, il y a différents documents qui sur la gestion forestière favorable à la biodiversité. Ça se trouve, je pense que ça se trouve facilement. Ok. J'ai une question concernant pour savoir en fait si le changement climatique a un impact sur la répartition de ces espèces-là. Concernant le pic cendré, oui, il a été évoqué que les étés chauds et secs ne seraient pas
très favorable au pic cendré, quoi. Donc, mais j'ai pas pu trop approfondir la question. Mais il est possible qu'il y ait un impact du changement climatique au moins sur le pic cendré. Ok, merci. Une question un peu plus technique. Quand on parle d'augmentation ou de perte significative, est-ce que cela veut dire que ça mobilise des tests statistiques? Pardon, excusez-moi. La question était assez technique. On demande si, quand vous utilisez le terme d'augmentation ou de perte significative, est-ce que cela mobilise des tests statistiques? Oui, tout à fait. Ce sont des tests. J'ai noté quelque part. Oui, c'est des modèles linéaires généralisés GLM avec distribution binomale. Bon, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais c'est ce qui a été utilisé. Je crois que enfin, les fiches méthodes peuvent être disponibles ou sinon vous trouverez la ressource sur le site d'Odonat Grand Est, la fiche avec les résultats liés à ces indicateurs-là et sur la plateforme Biodiversité Grand Est dans l'onglet Observatoire. Voilà, pour plus d'informations. Alors, j'ai d'autres questions. Vos constats sont-ils corrélés avec des autres espèces de pics, de vergers ou de jardins de sous-bois, exemple pic vert, pic épaisse? Non, en fait, là, les relevés sont uniquement axés sur ces trois pics, hein. Mais bon, les espèces évoluent différemment, donc il n'y a pas de raison que le pic Mars soit corrélé au pic cendré, par exemple, ou que, par exemple, le pic Épèche soit corrélé au pic cendré. Je pense pas. Et vous avez abordé la présence potentielle de concurrence entre le pic cendré et le pic vert. On me demande si vous pouviez développer un petit peu sur cette C'est concurrence. c'est ce qui est dit. Moi, a priori, le pic vert a le dessus sur le pic cendré quand les deux espèces sont présentes. Mais bon, il arrive aussi qu'il y ait une cohabitation, quoi. Donc, à mon avis, ça mériterait plus d'études là-dessus, quoi. Et j'ai une autre question par rapport aux actions, savoir s'il y avait des actions qui étaient menées spécifiquement sur les pics et le pic cendré, notamment en lien avec l'ONF, concernant par exemple des actions de restauration des milieux. Des îlots des îlots de sénescence sont favorables aux pics cendrés comme aux autres pics. Et bon, au niveau de la méthode OGEB, il y a aussi certains points qui ont été placés proches des îlots de sénescence, hein, mais bon, pour l'instant, il n'y a pas encore eu d'analyse là-dessus, quoi. Bon, le problème qu'il peut y avoir, c'est que les îlots de sénescence sont assez. Bon, c'est sûr, c'est favorable au pic, mais il sera quand même difficile de démontrer quelque chose, parce que quand on considère l'étendue du territoire du pic cendré, par exemple, qui va de 1 à 2 km², s'il y a un petit îlot de sénescence de quelques hectares, bon, c'est bien, mais ces îlots sont fréquentés ou peut être fréquentés par les pics, mais c'est difficile de démontrer quelque chose parce que justement, ces îlots sont petits. Pardon, j'ai pas entendu la fin. Comme les îlots sont petits, ce sera, à mon avis, assez difficile de prouver quelque chose, quoi. Donc, ce serait peut-être un travail sur la trame vieux bois, peut-être, qui Oui, serait oui. plus. Mais dans la forêt de Haguenau, dans la ZPS, justement, il y a un programme de trame de vieux bois, hein, avec un certain nombre d'arbres qui sont laissés un certain temps. Donc là aussi, il y aura un suivi à long terme sur la forêt d'Haguenau, et justement pour voir si cette gestion est favorable au pic. Bon, comme ça s'applique sur pratiquement l'ensemble de la forêt d'Haguenau qui fait 19 000 hectares, ça représente, disons, il y aura peut-être moyen de voir une évolution.
Merci pour votre réponse. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser dans le chat? On a encore un peu de temps, donc n'hésitez pas. J'ai l'impression que pour le moment, on a fait le tour des questions. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous proposer de clôturer cette présentation. Je vous remercie encore, Eric, pour votre temps et votre présentation ce matin. Et merci à vous tous qui êtes connectés également pour votre attention et vos questions sur le sujet. Je peux vous donner rendez-vous cet après-midi également à 13h30 pour une nouvelle conférence sur les grands migrateurs dans les cours d'eau du Grand Est. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire au prochain événement ou au reste dans la semaine si vous le souhaitez, si vous êtes disponible. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Au revoir. Merci encore, Eric. Au revoir.